Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine désormais disponible sur le bouquet Canal Plus Afrique 573. Le délestage. Tout Africain connaît ce mot et ce phénomène. C'est l'instant où tout s'arrête, où l'on est plongé dans le noir. Le délestage, c'est l'instant où le climatiseur, tout comme le ventilateur, s'arrête également. Le délestage, c'est l'instant où le réfrigérateur émet un vrombissement inattendu, puis s'arrête net, comme pour dire « je n'ai plus le courant ». Le délestage, c'est aussi l'instant où le tenancier de la poissonnerie du quartier, tout comme le soudeur vulcanisateur qui pratique la soudure à lac, s'énerve, s'emporte et maudisse le ciel, si ce n'est l'État. Mais qu'a-t-il fait, le ciel? Ne nous a-t-il pas tout donné? N'avons-nous pas le soleil tous les jours? N'avons-nous pas des lacs et des fleuves qui figurent parmi les plus puissants du monde, susceptibles de produire l'électricité? Pourquoi plus d'un demi-milliard d'Africains sont plongés tous les soirs dans le noir? L'Afrique réussira-t-elle le pari de son industrialisation sans être autosuffisante sur le plan énergétique? L'Afrique, face au déficit et à l'immense potentialité énergétique, c'est le thème de notre rendez-vous de ce jour. J'ai le plaisir de recevoir trois invités. Vincent Nkondjok, ancien haut fonctionnaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ingénieur énergéticien, spécialiste de physique atomique. Vous êtes le fondateur et le directeur général de Ileme Énergie. SA, c'est un conglomérat énergétique basé au Sénégal et au Cameroun. Grand promoteur, êtes-vous des énergies renouvelables? Alors, comment résorber le déficit énergétique du continent? On en parle au cours de cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier de m'avoir invité. Merci. David Asiba Johnson, ingénieur mathématicien, professeur des universités. La problématique énergétique et industrielle ne vous est pas étrangère. Vous avez formé des générations entières d'ingénieurs en électricité et de télécommunications. Vous avez enseigné ce qu'on appelle l'architecture des systèmes complexes. Ça a forcément un lien avec la problématique qui nous mobilise autour de cette table, mais on en parle au cours de cette émission. Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Olivier Ngo, un autre ingénieur, l'Afrique, le Cameroun, on le voit, et l'Afrique regorge de compétences. Ce qui peut en douter, Olivier Ngo, vous êtes ingénieur, architecte, expert en énergétique du bâtiment, et le fait qu'une bonne partie du continent africain soit dans le noir est tout simplement scandaleux, selon vous, mais on en parle au cours de cette émission. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Commençons par vous. Vincent Nkondjok, vous êtes énergéticien, je l'ai dit, spécialiste de l'énergie nucléaire. Commençons par l'explication des concepts simples. C'est quoi l'énergie nucléaire? Oh non, mais si on commence par l'énergie nucléaire, je dirais que c'est comme toute autre énergie. C'est une source énergétique qui, par rapport à la production de l'énergie primaire, est faite avec l'atome, avec le nucléaire. Donc, d'une certaine manière, la chaleur qu'on produit dans la centrale qui permettra donc de créer l'énergie mécanique qui est requise, au lieu que ce soit le charbon qu'on chauffe, oui, ou alors le gaz, ou alors le pétrole, eh bien, ce sera le nucléaire qui produira cette chaleur. C'est aussi simple que ça. Donc la différence entre l'énergie nucléaire et les autres énergies, c'est le mode de production? Uniquement. Uniquement. On va être pragmatique dans cette émission et parler des choses basiques, des choses simples, des choses qui concernent le quotidien de nos compatriotes, de nos compatriotes sur le continent. Professeur David Asiba Johnson, je l'ai dit, près d'un demi-milliard d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Le chiffre est de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Comment vous vivez une telle situation? Quel regard portez-vous cette situation? Vous qui, comme je l'ai dit, avez formé des ingénieurs en électricité. Le problème ici, ce n'est pas un problème scientifique d'abord, hein, c'est un problème qui relève de la stratégie. Vous me permettez de pouvoir citer le premier Africain qui s'est occupé de ces problèmes.
c'est le professeur Cheikh Anta Diop, avec qui j'ai travaillé jusqu'au 8 septembre 1981, et il est décédé. Et j'aimerais pouvoir le citer. Il dit ceci: ce sont les responsables politiques qui ne sont pas... ce sont les responsables politiques qui ne sont pas à la hauteur de ces problèmes, mais qui, au fond, n'y ont jamais réfléchi sérieusement, qui ont peur d'accomplir l'acte qu'ils considèrent comme le sevrage économique. Quel acte? De quel acte parle? Notamment la production de se prendre en charge. Deuxième élément concernant Cheikh Anta Diop. Il a écrit en 1955, ça fait 70 ans, qu'il a recensé l'ensemble de toutes les énergies possibles sur le continent africain. Et que je m'en vais vous citer, s'il vous plaît, de pouvoir m'écouter. Mais je vous en prie. L'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie atomique, l'énergie thermonucléaire, l'énergie éolienne, l'énergie thermique des mers, l'énergie marémotrice, la houille rouge, l'énergie thermique des volcans et géothermique. C'était écrit dans Alerte sous les tropiques le 23 décembre 1955. L'énergie thermique des volcans. On peut aussi utiliser la géothermique pour produire. Voilà. Donc c'est déjà en 1955 qu'il écrit. Il avait 32 ans. J'avais à peine 4 ans. Alors, il y avait le projet du Nil. Oui. Le projet du Nil vient d'être réalisé actuellement par l'Éthiopie. Par l'Éthiopie. Alors, vous voyez que le problème... Pas seulement. Oui, oui, bien sûr. Oui. Vous voyez que le problème qui se pose, c'est qu'il existe des systèmes de production, n'est-ce pas? Mais, en fait, faudrait-il encore qu'on ait envie de faire le choix de pouvoir produire cette énergie? C'est une question d'envie. Comment? C'est une question d'envie, selon vous? Ah non, ne disons pas que c'est une question d'envie. Il y a plusieurs problèmes qui peuvent se poser. Bien sûr. Il y a des problèmes, par exemple, de mutualisation des ressources. Il y a le problème de la masse critique. Il y a le problème du financement, etc. Bref, procédons par méthode. La méthode, ça consiste à dire il n'est pas possible de s'industrialiser s'il n'y a pas de la production énergétique. Alors, comment peut-on s'y prendre pour valoriser la filière énergétique? On en parlera eu égard aux différentes sources d'énergie qui sont possibles. Les solutions, on en parlera. Voilà. Non, je suis dans le mode de l'interrogation. Ah, d'accord, ok. Je ne suis pas en train de donner des réponses. D'accord. Donc, l'autre élément que je voudrais pouvoir ajouter, qui me semble tout à fait fondamental, c'est, je vais rappeler le cas de la CECA. La CECA, c'était au niveau de l'Europe, qui était concernant la production du charbon et de l'acier, dans les années 1958. L'Europe a décidé qu'il fallait pouvoir mutualiser et définir une politique. Avec la communauté. Voilà, etc. Mais regardez au niveau du continent africain, qu'est-ce qui s'est produit? Jamais il y a eu un plan qui a été élaboré dans le cadre d'une mutualisation pour la production. Donc, ce qui m'amène à vous dire, c'est d'abord le problème de la vision. Où désire-t-on aller? Ensuite, donc un projet, une définition d'une trajectoire, une définition de mobilisation de ressources, etc. Donc le problème est stratégique. Il est stratégique. Dès lors qu'il est stratégique, a-t-on réellement les hommes qu'il faut à la place qu'il faut par rapport aux enjeux? On va en parler. C'est une façon de pouvoir introduire le parcours. Ah oui, c'est une très belle introduction, professeur. On va en parler. Alors, c'est quoi l'état des lieux? Partons de l'état des lieux, de façon concrète et empirique. La situation aujourd'hui, c'est qu'on a sur le continent des pays où les populations ont l'électricité 4 heures dans la journée. Pour ceux qui sont chanceux, celles qui sont chanceuses, 8 heures dans la journée. Les moins chanceuses, c'est 2 jours, 3 jours. Mais ça fait des années que ça dure. La question, c'est, avons-nous tout au moins un cadre cognitif qui permette aux gouvernants de poser la problématique sur la table et de chercher les solutions? Le professeur l'a dit, je peux le dire à la décharge de quelques États isolés que la préoccupation existe. Vous avez
par exemple, entre le Bénin et le Togo, le barrage de Nangbeto, qui est donc un projet entre les deux États, mais le déficit est toujours là. La réflexion existe entre le Congo, les deux Congos, par exemple, produire un barrage, etc. Mais on est en 2025 et la question du déficit énergétique est une question vieille. Pourquoi on ne traite pas de façon profonde et radicale cette question? Alors, j'ai bien aimé l'introduction Du professeur. parce qu'il a touché Oui. là où ça fait mal. Parce que c'est une question de volonté politique. Il a parlé de stratégie, mais moi, je peux parler de volonté politique. Parce que je disais tantôt que l'énergie ne tombe pas du ciel. C'est vrai. On a déjà, à la base, un déficit majeur d'investissement en matière de structure de production. Le même chiffre pour comparer, en France, il y a une installation qui est de 2176 watts par habitant. Au Cameroun ou au Nigeria, on est à 60 watts par habitant. 60. 60. Ouais. Ça fait un différentiel de 30. À partir de là, on ne peut pas s'attendre à ce que les gens aient de l'électricité partout et tous les jours. Maintenant, pourquoi est-ce que avant de rentrer dans Bien pourquoi, je donne un autre élément qui est très important. C'est aussi une question de mauvais choix, encore la stratégie, de mauvais choix de mix énergétique. Parce que aujourd'hui, on a par facilité privilégié les méga factories de grosses productions qui posent beaucoup de problèmes, qui posent des problèmes d'accès au financement, on en reparlera, des gros financements qu'il est difficile d'obtenir, qui posent des problèmes de redistribution de l'énergie à grande échelle, parce que vous avez une production qui est centralisée, qui pose des problèmes de technologie, de maîtrise, parce que quand on est capable de construire un barrage d'1 mégawatt, facilement, une fois qu'on passe à 1000 mégawatts, le volume d'échelle démultiplie la difficulté technique, même s'il s'agit du même sujet. Donc, il y a aussi cette question de choix énergétique où, de mon point de vue, on a fait des mauvais choix en copiant ce qui se fait en Occident, en sachant qu'ils n'étaient pas au même niveau que nous. Donc, nous devons revoir la stratégie des mix énergétiques et aller vers des énergies qui sont plus localisées, plus simples à produire et rapidement diffusables. Très bien. Vincent Kondjok, abordons la question sous l'angle de la disponibilité de la technologie et du coût de fabrication. Pourquoi ne sommes-nous pas en situation d'offrir de l'électricité à tout le monde? Attention, il y a des cas isolés. Il y a des pays comme la Côte d'Ivoire qui ont atteint un taux important d'électrification. Ils sont au-delà de 90%. Je crois, c'est d'ailleurs le troisième pays. Un peu moins. Un peu moins, 89, 87. Entre 50 et 90. Voilà, entre 50, c'est déjà pas mal. Non, c'est bien au-dessus de 50. Oui, bien au-dessus de 50, on est d'accord. Oui, bien sûr. C'est plutôt dans les zones rurales. Dans les voilà. cités, on est déjà à plus de 80. En tout cas, des efforts sont faits. L'autre fois, j'ai fait le tronçon à Abidjan, Sakassou la nuit. Tous les villages étaient pratiquement électrifiés. Mais ça, malheureusement, c'est un cas isolé. Quel est le véritable problème pour que, comme je l'ai dit dans mon introduction, celui qui tient la poissonnerie du quartier voit son entreprise mourir quand au bout de 4 jours, il n'a pas le courant, les poissons pourrissent. Il est obligé de les jeter. C'est un drame. Comment ça s'explique-t-il? Je vais revenir vraiment sur l'envolée du professeur qui montre l'enseignant et il a touché le point le plus important qui est la stratégie. Moi, je vais descendre un cran en dessous et parler de manière beaucoup plus pratique par rapport à la mise en œuvre. Parce que quand on parle stratégie, les gens ne voient que vision, écrit et autres. Il est important de regarder les choses de manière beaucoup plus pratique. Le premier des points, quand on découle de là, on a la vision, on a la stratégie, il faut avoir des plans. Et quand il cite Cheikh Anta Diop et autres, en réalité, Cheikh Anta Diop donne les possibilités que nous pouvons avoir. Et donc, c'est à nous maintenant d'utiliser les outils de planification qui font en sorte que nous puissions planifier la mise en œuvre de tout cela. Oui, mais depuis 1955, le professeur dit... Ça fait 70 ans. 70 ans. On est sous les tropiques. J'ai la page. Qu'est-ce qui s'est passé? 70 ans. Oui, on a vu ici. Je dis. Donc, il faut maintenant entrer dans l'aspect
planification de manière optimale. Nous avons énormément de problèmes dans notre continent. C'est des problèmes de la maîtrise de ce qui doit être fait, la volonté de vouloir faire des choses de façon optimale et d'éviter de copier ce que les autres ont fait. Nous n'avons jamais essayé de voir à peu près qu'est-ce qui est bien pour nous. Nous sommes, je dirais, des éternels étudiants qui, du fait que nous ayons eu des doctorats ou des diplômes d'ingénieurs ailleurs, on revient et on veut exactement copier ce qui doit être fait ou ce qui a été fait ailleurs. Quand j'ai parlé de tout ce qui est planification nécessaire et qui nous permettra d'avoir une vision et donc de pouvoir anticiper sur la problématique et les problèmes que nous pouvons rencontrer, je vais parler maintenant des infrastructures. S'il vous plaît. Et quand on parle des infrastructures, c'est que tout le monde voit il faut construire des centrales. Non. Aujourd'hui, il faut une organisation appropriée et c'est elle qui peut nous permettre de pouvoir nous développer. Et l'organisation commence par quoi? Le cadre réglementaire. Le cadre réglementaire a une importance capitale. Il y a les mécanismes financiers. Aujourd'hui, nous sommes à vouloir utiliser les mêmes mécanismes financiers qui s'utilisent ailleurs. Pourtant, la plupart du temps, nos monnaies sont, comme dirait quelqu'un, des monnaies de singe. C'est-à-dire quoi concrètement les mécanismes? Mais ça veut dire que nos monnaies aujourd'hui, nous voulons utiliser les mêmes mécanismes financiers qui sont utilisés en France ou aux États-Unis. Et pourtant, nous n'avons pas de monnaie qui nous permettent de pouvoir faire exactement la même chose. Donc, d'une certaine manière, aujourd'hui, c'est comment nous retourner et voir ce que nous avons, voir comment nous pouvons nous améliorer, quels sont les mécanismes financiers que nous pouvons mettre en place pour pouvoir être capables de faire des choses à notre manière. Et je peux aller plus loin, les normes aujourd'hui, parce que quand vous parlez de délestage, le délestage, tout le monde voit qu'on n'a pas assez produit de courant, mais sous-entendons qu'on produise beaucoup de courant, sous-entendons, eh bien, on a des problèmes de transport. Oui. Sous-entendons qu'on règle... Il n'y a même pas d'infrastructure de transport. Sous-entendons qu'on règle le problème de transport. Ce n'est pas fini. Sous-entendons qu'on règle les problèmes de transport. On se retrouve encore avec des problèmes de réseau de distribution. Pourquoi? Parce que la qualité de nos transformateurs ne sont pas bons. Et le jour où un tombe en panne, il faut le commander où? Dans un pays étranger. Il va mettre 2 mois pour venir. Donc, entre-temps, les gens n'ont pas d'électricité. Donc, tout cela, les poteaux électriques, nous sommes des consommateurs compulsifs. Nous achetons tout. Donc, je finis par ce point-là. C'est que nous n'avons jamais réfléchi pour pouvoir absorber et localiser les technologies qui pourront être optimales pour notre développement. Donc, vision, stratégie, plan de développement, absorption de la technologie sur la base de ce que nous possédons. Parce qu'il est important de savoir que pendant très longtemps, nos pays ont utilisé par exemple des groupes diesel. Oui. Mais on n'avait pas de raffinerie pour faire le gazole. C'est ça. Donc, on importait ce gazole. Oui. Et beaucoup de pays, le Cameroun par exemple actuellement, du fait de la raffinerie qui n'est pas en fonctionnement, il y a le fioul lourd, il y a tout cela. Et pourtant, nous avons des ressources naturelles, des ressources minières, des ressources locales que nous pouvions utiliser pour cela. En 1960, en 1950, on n'avait peut-être pas la technologie. Aujourd'hui, on peut les acheter d'une manière ou d'une autre et pouvoir les développer et d'une certaine manière localiser notre système de production énergétique. Je propose qu'on marque une courte pause. On revient tout à l'heure. Je vous redonne la parole, professeur. On marque une courte pause. À tout de suite pour la deuxième partie de notre émission. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence.
NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.